Bonjour et bonne semaine. Nous allons, pour cette deuxième série de capsules, discuter, tel qu'établi dans le plan de cours, dans le plan de cours, de la question de l'histoire et des personnages. Donc, on va rebondir un peu sur ce qu'on a vu la semaine dernière en regardant le scénario de la Maison des Amants, en regardant à un niveau un petit peu plus macro la question de ce qu'implique la narration filmique, soit l'histoire et les personnages. Je les prends toujours ensemble parce que pour moi, la question de l'histoire, on va le voir aujourd'hui, la question de l'histoire et la question du personnage est un peu une seule et même question, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à prendre dans un continuum. Donc, on va voir aujourd'hui, en rebondissant entre autres sur la question de la structure de l'intrigue selon Aristote, qu'on avait vu un petit peu, on l'avait regardé dans la première série de capsules, à hauteur de scène. Donc, je dis, on va la regarder cette semaine un petit peu plus au niveau macro, au niveau de l'histoire globalement, en voyant qu'est-ce que ça implique. Mais on va tout d'abord se poser la question, je vous disais la semaine dernière, il y a 2 semaines, en fait, qu'on discutait pour la première période, je vous disais que j'aimais bien pratiquer d'une certaine façon la pédagogie négative, donc partir des erreurs qu'on peut faire ou qu'on fait spontanément pour essayer de définir un modus operandi fonctionnel, comment on devrait faire pour vrai. Donc, ce qu'on va faire un peu bizarrement aujourd'hui, c'est tout d'abord se demander qu'est-ce qu'une histoire n'est pas, qu'est-ce qui ne constitue pas une histoire. Donc, la pire personne que j'ai rencontrée dans ma vie pour raconter des histoires était une tante d'une fille avec qui je sortais dans les années 2000, qui s'appelait ma tante Françoise, Dieu ait son âme, elle est probablement encore en vie. Donc, ma tante Françoise appelait à cette époque-là, on n'avait pas nécessairement d'afficheur, bon, on répondait encore au téléphone, on avait encore des lignes fixes et pas nécessairement d'afficheurs pour nous dire qui appelait. Donc, il y avait une torture quand je restais avec ma copine et je pense qu'on était en colocation avec sa sœur et son chum. C'était toujours une torture de pogner le téléphone puis de tomber sur ma tante Françoise qui appelait. Pourquoi c'était une torture? Parce que ma tante Françoise, en fait, qui était, je pense que c'était une femme de militaire. Son mari était dans les forces, était radiologiste dans les forces armées canadiennes. Donc, c'était un peu une femme de marin. Elle était très seule. Ses enfants allaient à l'école. Ses enfants vieillissaient. Si je ris d'elle, c'est avec plein d'affection parce que je pense qu'il y avait une grande solitude dans sa vie. Mais quand elle attrapait quelqu'un comme ça au téléphone, elle le pognait. Et dans le fond, je pense qu'elle s'ennuyait juste de parler à des gens. Et quand elle avait attrapé quelqu'un, ben, elle nous tenait pendant des minutes et des minutes et des minutes et des minutes comme ça, de demi-heure en heure, à littéralement nous raconter sa vie. Et quand je dis que c'était la pire personne pour raconter des histoires, ben c'est ça, c'est que tu voulais vraiment te défenestrer littéralement quand tu attrapais parce qu'elle allait te raconter, par exemple, ben, aujourd'hui, j'ai voulu aller à l'épicerie pour acheter des tomates. Je suis allé à l'épicerie. J'ai regardé, il y avait des tomates de serre, des tomates biologiques. J'ai pris des tomates de serre, je les ai payées. Je suis revenu chez nous. Je la passais à une autre histoire comme ça. Toujours vraiment, vraiment le degré zéro de la palpitance pendant des heures. Et j'ai toujours tendance à penser à elle négativement euh, quand je me demande qu'est-ce que c'est raconter une histoire, qu'est-ce que c'est une histoire, parce que pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire la personne qui m'a le plus torturé en racontant des histoires, c'était ma tante Françoise. Et un élément, bon, déjà qu'on pourrait voir, si on analyse à contrario, qu'est-ce qui faisait que ces histoires étaient si peu intéressantes, ben, on pourrait le noter. Hein. Déjà, je disais tout à l'heure, c'est un exemple typique, là, le côté, je suis allé à l'épicerie pour acheter des tomates. J'ai trouvé les tomates, j'ai acheté les tomates, je suis reparti chez nous. Fin. Le problème avec une histoire comme ça, le problème qui fait qu'il n'y a pas d'histoire littéralement, on pourrait dire que d'une part, c'est l'absence totale de tension entre le but qu'un personnage s'est fixé, le but qu'elle se fixait, puis qu'est-ce qui est arrivé véritablement. Et ça, je pense qu'il faut toujours le noter. Hein? Il y a une projection vers l'avenir qui se fait quand on raconte une histoire.
et elle doit toujours être en tension. Raconter, dire j'ai voulu faire ça et il est arrivé exactement ça, c'est pas une histoire. L'histoire commence d'une certaine façon quand le désir est contrarié. On va y revenir souvent aujourd'hui, mais Kurt Vonnegut Jr., un auteur américain que j'aimais beaucoup, disait dans ses règles pour raconter une histoire, je pense que c'était sa troisième ou quatrième, votre personnage devrait toujours vouloir une chose, ne serait-ce qu'un verre d'eau. Donc, il y a une question de désir. C'est pas ça qui est violé dans les histoires de ma tante Françoise. Il y a une question de désir. Mais j'ajouterais par-dessus Vonnegut que pour le bien de votre histoire, votre personnage devrait toujours vouloir au moins une chose, mais il ne devrait jamais l'obtenir trop facilement. Donc, toute histoire doit se construire sur une tension entre ce qu'un personnage veut et ce qu'il va être obligé de faire pour l'obtenir. Donc, en un mot comme en mille, d'une certaine façon, je suis allé à l'épicerie pour acheter des tomates. J'ai acheté des tomates, je suis revenu à la maison. Ce n'est pas une histoire. Je suis allé à l'épicerie pour acheter des tomates. J'ai été prise en otage dans un hold-up. Ça, c'est une histoire. L'histoire commence, à bien des égards, quand les désirs d'un personnage sont contrariés par une action contraire. Donc, je le redis, Paul Ricoeur disait les récits, les histoires ont toujours pour thèmes principaux agir et souffrir, ce que je trouve très, très important d'une certaine façon. Donc, quand nos actions sont contrariées par des actions contraires, quand la vie, finalement, nous lance une balle courbe, quand le train normal, le petit train-train de nos existences sont et tout à coup déraillés, c'est là qu'une histoire commence. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vie, finalement, parce que si on n'est pas ma tante Françoise, bien, si on raconte une histoire à quelqu'un, si on se met à raconter quelque chose à quelqu'un, c'est bel et bien parce qu'il est arrivé quelque chose qui, à bien des égards, sortait de l'ordinaire et déjà appelait sur un moment précis cette qualité-là d'histoire. Tout à coup, il est arrivé quelque chose, Léa, il est arrivé quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Donc, si on reprend un peu sur cette logique-là, de sortir de l'ordinaire, on pourrait dire que, minimalement, dans ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, il y a deux éléments clés qui vont faire une histoire. On allait dire un personnage, c'est un peu générique, on va y revenir, mais on va dire un désir de personnage, un personnage désirant. Un désir de personnage et élément 1. Et élément 2, une perturbation qui va produire ce désir-là comme un défi, hein, qui va transformer ce désir-là en défi, littéralement. Donc, si on reprend un peu, vous voyez, là, j'ai mis à l'écran ici un schéma, un des nombreux schémas qu'on peut trouver sur le web de la fameuse structure en 3 parties d'Aristote, à laquelle on revient toujours de différentes façons détournées. Donc, bon, c'en est une que j'aime bien. J'aime bien le graphique. Je vais revenir. J'ai peut-être une petite réserve. Mais si on garde ça en tête, hein, vous voyez, 3 périodes. La semaine dernière, je parlais d'installation, confrontation, résolution. Bon, ici, vous voyez, on est en vraiment exposition, introduction, transformation, résolution, dénouement. Et la fonction transformation, toujours avec un arc, hein, on le voit bien là, c'est la façon dont Aristote le représentait aussi, un arc qui va représenter d'une certaine façon l'intensification progressive, le fait que l'action va devenir de plus en plus intense. Donc, hein, vous voyez, exposition, introduction pourrait figurer à bien des égards la présentation des personnages, la présentation de ce désir de personnage que j'invoquais tout à l'heure, et on en arrive à ce point rouge ici,
inciting incident, donc ce que j'appelle l'élément déclencheur ou ce que mon mentor Hervé Bouchard, je pense que je vous en parlais il y a 2 semaines, appelait avec beaucoup d'humour la marde. Hein? À un moment donné, il faut qu'il y ait de la marde. Et donc, cet élément déclencheur-là, cette perturbation-là, c'est ce qui va provoquer l'action spécifique par opposition à une action générique. Hein. Mon action, ma tante Françoise, qui ne serait pas du tout intéressante à partir du moment où il y a un élément déclencheur fort, tout à coup, cette action-là va prendre une couleur différente, complètement différente. Ce qui, pour moi, est important aussi, une fois qu'on a compris ça, c'est de comprendre comment, finalement, je vais revenir, mais finalement, comment on part vers une action. Hein, on va parler souvent ici, on voit rising action, falling action, donc action ascendante, action descendante, avec ce qu'on appelle au milieu le climax ou ce que j'appellerais d'une certaine façon une révélation. Donc, ça peut avoir l'air un peu abstrait comme ça. On va peut-être illustrer ça en pensant à un film ou deux. Notons d'abord une chose, avant d'illustrer par des exemples, c'est que ce que j'appelle le désir de personnage, très, très souvent, lorsque nos personnages sont bien construits, lorsque nos personnages ont du relief, de la profondeur, le désir de personnage comme tel, il est souvent soit faux, soit inexact, soit plus profond qu'il nous paraît. Donc, à bien des égards, le désir va avoir à être approfondi. Pour revenir sur ma citation préférée pour le cours d'aujourd'hui, un personnage ne veut rarement qu'un verre d'eau. Son désir va souvent être plus profond que ça. Il va nous appartenir à nous, comme scénaristes, de l'approfondir et de le révéler. Deuxième aspect par rapport à l'événement perturbateur ou l'événement déclencheur, c'est que cet événement-là, il faut bien le comprendre, comme le monde dans lequel le protagoniste, le monde dans lequel le ou les héros de notre récit au départ est souvent problématique, c'est qu'il ne faut pas voir la marde ou l'élément déclencheur comme quelque chose de strictement négatif. Hein? Il faut toujours se rappeler, j'essaie toujours de penser par rapport à ça, au vieux discours de John F. Kennedy, l'ancien président des États-Unis, qui avait été, qui signalait, je n'ai jamais vérifié si c'était vrai, mais qui signalait en début de discours, une fois que le symbole chinois, l'idéogramme pour décrire une crise, était le même qu'on utilisait pour décrire une opportunité, une chance. Et ça, je pense que c'est très, très important de le souligner et de le comprendre profondément en tant que scénariste, c'est que notre élément déclencheur, s'il va toujours avoir un intérêt et un impact ou une apparence négative, il est aussi un agent de transformation et en cela positif. Peu importe si on est dans l'horreur, si on est dans le gros thriller, tout ça, même si l'élément perturbateur, l'élément déclencheur provoque en apparence une crise, un traumatisme, etc., il est très, très souvent ce qui va permettre à nos protagonistes, à nos personnages, de se révéler et de se transformer. Hein? Souvent, essentiellement, au cinéma, je dirais, l'élément déclencheur n'est jamais purement négatif. Et c'est important de s'en souvenir. Pardon. Donc, si on l'illustre par un premier exemple, on peut juste dire, bon, pensons à un vieux film comme Rocky, par exemple, et essayez de regarder des films pas mal en faisant votre certificat ou en suivant le cours. Je pense que c'est là où on le voit le mieux. Je rebondirai sur la Maison des Amants tout à l'heure, mais si on prend un exemple tout con comme Rocky, vieux film, bon, histoire classique d'underdog, comme on dit en anglais, de laisser pour compte de personnages sous-estimés, ben, on a toute la phase d'exposition, introduction, notre situation initiale, c'est que
Rocky, Rocky Balboa, qui est travaille pour plus ou moins la mafia, qui est un boxeur raté, mais avec un bon cœur, une espèce de collecteur de dettes, mais qui n'est pas capable de faire mal à personne, est considéré comme un peu, pas par un peu tout le monde, comme un jambon, un perdant, etc. Hein, donc, perception fautive déjà à la base. Il aimerait se prouver. Son désir original, c'est probablement, c'est ça, d'échapper à sa condition, de creuser la belle Adriane qui travaille à l'animalerie, bon, etc., etc. Donc, on est dans quelqu'un qui veut, dans une motivation très, très de base, je reviendrai sur la question des motivations, mais dans quelqu'un qui veut améliorer son sort. L'élément déclencheur dans Rocky, bon, Apollo Creed, champion en titre, décide de donner une vieille tradition et de donner sa chance à un boxeur négligé pour un combat, il me semble que c'est Thanksgiving dans le film original. Donc, tout à coup, et au hasard, en choisissant, en magasinant, tombe sur Rocky. Donc, tout à coup, à Rocky, l'élément déclencheur, hein, et on voit le côté positif ici, pas nécessairement négatif, agression. Tout à coup, l'élément déclencheur du film, c'est que Rocky a une chance de se faire valoir. Et durant toute cette phase-là, hein, dans la phase d'accélération, d'ascendance de l'action, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le développement des personnages, qu'est-ce que ça remet en question chez lui dans sa relation avec son ancien entraîneur, etc., d'avoir cette chance-là. Est-il capable de la prendre? Finalement, on s'entraîne, les fameux montages chez Rocky. On arrive au moment du climax de la révélation, qui serait finalement le moment classique dans un film de sport ou de boxe comme celui-là, du combat. Je montrais un autre graphique tout à l'heure, donc on le voit, Falling Action, souvent, là on a respecté le triangle, mais dans mon esprit, le triangle, il y a une courbe un peu plus brusque. On l'a ici, par exemple. Hein, vous voyez, donc dans ce graphique-là, c'est un peu plus clair. Dans le temps, souvent, dans le temps, dans un scénario, le moment d'action descendante est plus brusque. Donc, dans Rocky, par exemple, on a toute cette construction-là dramatique qui est finalement l'entraînement et la remise en question de Rocky, le corps et la tête, à bien des égards. On arrive à ce moment de révélation-là qui serait le combat où il est prêt. Et le moment d'action descendante, ben, c'est le combat lui-même au fin duquel résolution, des fois ça va coïncider, des fois on va avoir comme ici un épilogue, un dénouement, ça dépend, ça va varier en termes de temps, mais le moment de la résolution, du dénouement est bien sûr dans Rocky 1, pas le moment où Rocky gagne, mais où Rocky mène un combat bien meilleur que euh, ce à quoi n'importe qui aurait pu s'attendre, et tout à coup, ben, on arrive à cette transformation-là dans le dénouement où plus personne ne prend Rocky pour un perdant et où Rocky s'est prouvé à lui-même et aux autres, aux gens autour de lui, comme au monde entier, sa valeur intrinsèque. Hein? Il est quelqu'un de courageux, il est quelqu'un de fort, il est un bon boxeur, etc. Il est aussi un meilleur être humain que ce qu'on arrive à croire. Donc, il a à la fois, j'y reviendrai, mais c'est important pour moi, révélation, transformation. C'est l'objet d'un récit classique comme celui-là, d'un récit classique d'Underdog.